Bonjour Camille, Salut! je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans du coup ce premier épisode de podcast aussi avec quelqu'un. Ça me fait vraiment plaisir en Bien. tout cas d'échanger avec toi. Moi aussi, j'ai hâte. Ouais. Comment tu te sens du coup ce matin? Bah, plutôt trop contente de l'opportunité. En plus, je sais qu'avec toi, on a des belles conversations, donc voilà, plutôt détendue. Trop bien. Ouais, moi aussi en tout cas détendue et hâte aussi d'en découvrir plus sur toi justement aujourd'hui et de pouvoir échanger. Je suis sûre qu'il y aura plein de d'insights intéressants pour tous ceux qui veulent écouter l'épisode après. Du coup, pour cadrer un petit peu l'épisode dans les grandes lignes, parce qu'après j'imagine qu'on va peut-être partir un petit peu, à côté, mais en tout cas l'idée c'est de revenir sur ton parcours, tu vois? De justement, mieux comprendre ce qui t'a amené, à avoir ce mindset, je vais dire de championne, en tout cas c'est un terme qui me parle, je sais pas s'il parlera aux auditeurs, mais en tout cas, cette envie de dépasser ses limites, Mmh. d'avancer en fait et surtout de réaliser ses rêves et puis, bah, on partira de là en fait pour voir un petit peu comment ça a évolué aussi tout au long de ta vie jusqu'à maintenant et aussi au moment, si je me trompe pas, c'est pas l'année passée, mais fin de l'année d'avant, où il y a justement un switch, par rapport à ta vision de l'entrepreneuriat, de la performance aussi et la manière du coup dont tu vas vivre ton cheminement entrepreneurial, quoi. Ouais, carrément, carrément, c'est carrément ça. OK. Du coup, partons peut-être au début justement, cette question d'où vient un peu le mindset un peu sportif, l'envie de se dépasser, de se donner, ça démarre à quel moment pour toi? J'ai commencé à me mettre au sport en 2017, mais vraiment commencé en mode j'ai découvert en fait ce que c'était vraiment de faire du sport. Donc je dirais plutôt 2018-2019 vraiment où là, parce que j'ai mis environ 2 ans à faire du sport une habitude. Mmh. Et en fait, j'ai commencé à me mettre au sport parce que j'aimais pas mon corps. J'aimais pas l'image que j'avais de moi, j'aimais pas qui j'étais intérieurement et c'était une manière de m'aider à me construire physiquement. Donc, je me suis mis d'abord à la musculation parce que je voulais, «changer de corps» entre guillemets, tu vois? Je voulais avoir des formes de femme parce que j'étais très, très maigre. Hem Et c'est vraiment mon plus gros complexe et bah, pour moi, je m'étais dit: «La solution de facilité» entre guillemets, le raccourci, que j'avais trouvé, c'était, bah, de me mettre au sport. Et donc c'est quoi justement sur l'objectif à ce moment-là au niveau du corps? Tu as envie de J'ai envie de me muscler, j'ai envie de me sentir plus solide parce qu'à ce moment-là, je me sens assez fragile, assez faible intérieurement et paradoxalement, le fait de me construire et d'avoir des muscles, ça me permet de me sentir plus solide, de me sentir, tu vois, plus forte à l'intérieur et ça me permet aussi de me dépasser, tu vois? Je commence à voir un peu l'impact, aussi sur le mental, mais je le fais surtout, à ce moment-là pour le physique, changer d'aspect physique, être plus tonique, avoir des formes, construire un corps de femme, tu vois? Parce qu'à ce moment-là, je me sentais, avec un corps, de «fille» entre guillemets, donc voilà. OK, donc tu démarres plus ou moins en 2017 et puis 2018-2019, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Il y a un shift, Je dirais 2017, tu vois, je commence les programmes, les PDF en ligne. Ouais. Je faisais le Top Body Challenge et tout, c'était Ouais. les tout premiers, tu vois? Chez moi et tout, j'étais là, j'étais à fond. J'abandonnais à chaque fois. J'ai mis 2 ans avant de faire du sport une vraie habitude, c'est-à-dire, une vraie discipline et en 2018-2019, donc j'arrête de faire les PDF. C'est là où sortent les premières applications de sport. Et c'est là où je commence, vraiment à aller en salle de sport, à me construire un cadre, à plus faire du sport chez moi et donc du coup à développer un certain goût pour ce que je faisais parce que du coup j'étais dans un autre environnement que chez moi, je voyais des gens, je j'ai aussi trouvé un programme de sport qui m'allait mieux que ce que je faisais, avec des machines, qui étaient guidées et tout ça et c'est aussi là où j'ai commencé à voir mes premiers résultats parce que là je tenais, tu vois? J'entrais dans la discipline, j'ai vu des résultats. Ah oui, et je sais pourquoi aussi. J'ai eu un switch à ce moment-là de pourquoi avant j'arrivais pas à en faire une habitude et c'est devenu une habitude. Parce qu'en fait, au démarrage, pendant mes 2 premières années, 17 à 19, en fait, je faisais du sport parce que je n'aimais pas mon corps. J'aimais pas l'image que j'avais. Et en 2019, j'ai commencé à faire du sport parce que j'aimais faire du sport. Et donc, du coup, je me suis détachée de je fais du sport parce que je m'aime pas. Et donc, du coup, tu sais, je m'abattais un peu. Enfin, tu vois, tu te forces et t'es dans le mode assez difficile. Alors qu'en 2018-2019, j'ai trouvé le programme qui m'allait. Du coup, j'ai commencé à prendre du plaisir à faire du sport, du coup, à me détacher de mon objectif que j'avais de changer de corps. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là où j'ai commencé, en fait, à me changer littéralement de corps. Ouais, c'est ça. Ma casquette de coach là, émotion partagée et c'est vrai que c'est important en fait d'être vraiment animé, enfin d'avoir vraiment envie et entre guillemets «pour les bonnes raisons». Je pense qu'il y a pas de mauvaises raisons, mais en tout cas des Ouais, raisons qui te tiennent vraiment à cœur et c'est ça. En fait, au début, c'était une raison mentale en mode je veux éviter ce que je suis en train de vivre parce que j'ai envie d'être dans un autre corps, entre guillemets. Et donc, j'ai trouvé une solution. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps, et je le dis aujourd'hui avec le recul, mais sur le moment, je me rendais pas compte. Si j'essaye de faire un objectif pour éviter quelque chose que je suis en train de vivre, c'est comme si je vais l'attirer, tu vois?
Alors que si je change et je vois le processus comme du plaisir, ben, paradoxalement, c'est là où je vais atteindre tout ce que je veux. Ouais, ouais, hyper intéressant. Et tu me parlais tout à l'heure du dev perso, ça s'intègre, où dans ce parcours-là? Est-ce que ça vient après ou? Je dirais que j'ai commencé à m'intéresser à moi intérieurement au même moment où j'ai commencé à mettre au sport. Je pense que c'est un peu lié. Donc en 2017, j'ai commencé tout doux, c'est-à-dire j'ai commencé à lire des livres de dev perso. J'ai commencé, enfin, je faisais que lire des livres, j'essayais d'appliquer, mais c'était assez abstrait, tu vois, quand je me souviens, ça me parlait, tu vois? Je lisais, ça me faisait du bien, ça me permettait de me donner un peu de matière, mais en même temps, je savais pas trop quoi en faire. La preuve, parce que j'avais pas de résultats dans le sport et tout ça, donc j'étais un peu démunie. Mais c'est un peu comme si ça m'avait construit un peu une base de, voilà, c'est possible d'être autrement mentalement, de penser autrement, d'être plus solide et plus forte, parce qu'à ce moment-là, je commençais tout juste, je pense, à me remettre du décès de mon père, donc qui était en 2014. Et je pense qu'il y avait tout ce truc aussi de me reconstruire intérieurement, et ça a commencé en 2017 en lisant mes premiers livres de dev perso. Donc il y avait les 4 accords Toltec, je me souviens, c'était l'un de mes premiers. Il y avait Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une. C'était des choses, tu vois, hyper simples, hyper intéressantes, mais qui semaient des graines, tu vois. Même si je savais pas trop quoi en faire et juste je lisais, je me nourrissais, ben c'était mes prémices de mon travail sur moi. Et donc ce que je me demandais, tu vois, c'est quand justement le sport enfin, tu vois, il y a une autre, quelque part motivation derrière ou inspiration en tout cas derrière. En 2018-2019, il y a l'aspect, tu me disais physique qui commence à «changer» entre guillemets, en tout cas il y a une évolution et il y a des résultats. Comment ça se passe justement à l'intérieur de toi? Parce que tu dis que c'est aussi le moment où justement enfin, je sais pas si tu l'as dit, que tu t'aimais plus peut-être ou Ben, je pense que je commençais à découvrir à quel point je m'aimais pas, en vrai. Tu vois, je pense que avant, je me posais pas la question de est-ce que je m'aime, est-ce que je m'aime pas. C'était complètement abstrait. Peut-être même que je jugeais ça comme perché, c'est les gens égocentriques qui pensent ça, tu vois. Donc la question n'existait pas dans ma tête. Juste, je savais une chose, c'est que j'aimais pas la vie que j'avais, j'aimais pas qui j'étais. Point. Je savais pas dire si je. Enfin, je pense que si, en fait, finalement, je m'aimais pas, mais je me posais pas cette question. C'était un peu plus large. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre au dev perso, je pense que c'est là où ça a semé des graines en mode, bah, en fait, je me rends compte qu'il me manque des choses à l'intérieur de moi, que je manque d'amour pour moi-même, tu vois, et que du coup, je cherche beaucoup à l'extérieur. Et en 2018-2019, c'est là où j'ai commencé à vraiment appliquer ce que j'apprenais. Je me souviens, à ce moment-là, je crois que je lisais le livre Miracle Morning, qui était horrible pour moi parce que j'essayais tant bien que mal d'appliquer les méthodes. Et en fait, tu vois, je le faisais en mode, tu m'as donné une notice, je me pose pas de questions, je l'applique. Et en fait, j'arrivais pas parce que ça collait pas à ma personnalité, tu vois. J'essayais de me mettre un programme en tête, mais en soi, tout mon corps me disait, mais c'est trop, fais moins, tu vois. Te lève pas à 5 heures, fais d'autres choses. Mais je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience du travail que j'avais à faire sur moi, des manques que j'avais, et, euh, et que j'ai vraiment eu envie de travailler dessus, tu vois. Avant, je savais, mais je fermais les yeux. Et en 2018-2019, quand j'ai commencé à avoir des résultats physiques, que j'ai vu en fait que c'est un peu comme si j'avais une preuve de tu peux changer, tu vois, quelque chose de factuel et pas juste j'ai vu une photo et je me suis dit moi aussi, non. J'ai vu, j'ai fait, et après je me suis dit ok, étape suivante, bah en fait j'ai envie de travailler sur moi et de me sentir plus forte intérieurement que tout affaiblie comme je me sentais, toute petite, toute fragile, toute déprimée. Je pense que je ressentais ça. et tu m'as dit tout à l'heure, il y a cet aspect justement, le mindset un peu de sportive et le côté parce que je vais peut-être expliquer ce que j'entends par là aussi, c'est un peu cette envie de se dépasser, mais il y a aussi vraiment cette version, je trouve, qui est très, très valorisée dans la société et très véhiculée du «no pain, no gain», tu vois? Ça Ouais. doit être dur, il faut se sacrifier pour y arriver. Tu peux pas tout avoir dans ta vie quelque part, tu as besoin d'être focalisé uniquement sur les objectifs qui comptent et en général, c'est Ouais. le sport et le pro. À quel moment pour toi cette démarche justement, cet état d'esprit-là? À quel moment que j'ai capté ça? Que j'étais en mode no pain, no gain? Ou que tu l'intègres ou que tu le ou Ouais. oui. Je pense que donc 2018-2019, j'ai commencé à aller dans cette direction parce que j'ai commencé à devenir forte. J'ai commencé à voir des résultats et donc du coup à me sentir forte et à m'étiqueter de c'est bon, je deviens une femme forte, je suis une femme forte, et donc je crée un peu des exemples concrets dans ma vie qui me le prouvaient. Le problème avec ça, c'est que je suis partie que là-dedans parce qu'en fait, j'avais envie d'éviter ma part de faiblesse, entre guillemets. Tu vois, je voulais devenir, donc je me sentais faible et je voulais devenir que forte. Je voulais être que ça. Je voulais être que solide, que, tu vois, performante, que machin.
Et, et en fait, quand je suis partie là-dedans, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à me blesser à la salle de sport. C'est-à-dire que je m'entraînais et j'allais au-delà de mes limites, mais pas au-delà de mes limites en mode je me pousse pour évoluer. J'allais au-delà de mes limites parce que juste j'étais bornée, tu vois. En fait, j'avais ça comme séance, que je me sente fatiguée, pas fatiguée, que j'ai assez mangé, pas assez mangé, que je me sente pas bien ou pas. Je me posais pas la question, je faisais jusqu'à me blesser. Donc une fois, ça peut arriver, mais quand ça arrive plusieurs fois, je me souviens, je me faisais souvent des sciatiques, donc bonne grosse douleur, tu vois. Euh, et c'est à ce moment-là, et encore non, là, quand à ce moment-là ça m'arrivait, je me rendais pas compte que j'étais en mode dans le forte. Pour moi, c'était normal. Ça rentrait dans mon rôle, en mode regardez, même quand je me blesse, je continue à aller au sport. Je suis trop une dure, tu vois. J'étais vraiment là-dedans, là je le dis en rigolant, mais sur le moment, vraiment je le pensais comme ça. Ouais. Je me posais pas la question. C'est tout mon entourage me disait mais tu t'entraînes trop, tu vas trop. Et moi du coup je me disais mais laissez-moi tranquille en fait. J'ai envie de faire comme ça et en fait finalement j'avais juste besoin de tirer mes propres leçons de moi-même. Et de toute façon t'as beau dire à quelqu'un t'en fais trop, si lui-même il se rend pas compte, ça change rien. Donc est-ce que ça répond à ta question? J'ai l'impression d'être partie. Oui, ouais, complètement. Ouais, Enfin, en tout cas, c'est ce moment-là où, justement, j'avais envie de te demander justement quel lien tu fais avec peut-être la manière dont tu vis auparavant, mais en tout cas, il y a ouais, de ce moment-là ce paradigme justement du no pain no gain, repousse tes limites, ouais, et vas-y en fait coûte que coûte et je trouve que c'est aussi un peu la version de la discipline qui est en général, mise en avant, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve ce truc ouais. de tu as un objectif, ben, tu es fatigué, vas-y quoi, vas-y coûte que coûte quelque part. Mais c'est trop vrai parce que je me souviens, et donc cette phase-là, donc tu vois, elle a commencé, je pense, en 2019, commencer à partir vers ce truc no pain, no gain. Dis, moi, enfin, j'allais dire, je suis une dingue, c'est pas ça que je me disais, mais je me disais, je suis une dure et je suis forte. Et c'est pas parce que je suis une femme que je suis moins forte que d'autres personnes. Et je vais vous montrer qu'en plus, en tant que femme, on est capable de faire plein de choses, donc ça a aussi des points positifs. Mais j'ai tellement fait grossir ça que j'ai senti que je me suis brûlée, donc déjà au niveau sport. Tu vois, tout mon corps me donnait plein de signaux en mode ok t'es forte, mais forte en excès c'est abruti entre guillemets dans le sens t'es en train de t'abîmer, t'es en train d'aller contre toi, t'es tellement forte que tu te marches dessus entre guillemets et C'est quoi les ouais. signaux que tu vois? Tu m'as dit par exemple les blessures, la sciatique, Les il y a blessures, euh, le fait de me sentir assez rigide dans mon corps. Je me souviens qu'à ce moment-là, tu vois, j'étais très tendue. Mon corps, il était très, je me souviens, ouais, être hyper tendu. Je me souviens être assez à fleur de peau. Genre très dans un peu comme si j'étais en mode rebelle, tu vois. Dans la rébellion, ouais, un peu ça, tu vois, en mode je défends ce que j'ai construit. Parce que finalement, je pense que sous une certaine forme, j'avais peut-être un peu peur de le perdre ou de savoir en fait je suis qui sans cette casquette de femme forte, tu vois. Mais ouais, je dirais ça. ça hyper intéressant. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un vrai sujet, moi c'est pareil, tu vois? Ce truc de mon corps est une machine en fait et il Oui, doit performer quoi, il y a pas le choix. ouais, Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, peu importe ce que je ressens, ça n'existe pas quoi, c'est on y va et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup en fait à être là-dedans justement quand on est plus dans ce paradigme-là et que ça correspond pas forcément à tout le monde parce qu'à un moment donné, justement, je crois que c'est pas tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui tiennent, d'autres qui tiennent moins et quand on pousse vraiment au bout du bout, comme tu le disais, après moi, c'était pareil, j'aurais pas pu, je pense, enfin, j'ai eu plein de phases, en fait, où je me suis blessée et où je me suis épuisée et je pense que mm, j'aurais pas pu, enfin, je sais pas, peut-être avec plus de communication sur le sujet justement et c'est un peu l'objectif aussi aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas envie d'écouter ce genre de messages et ouais. c'était la seule manière de faire, en fait, pour moi, quoi. Ouais, je me souviens, ouais, c'est ça que je voulais te dire. Je me souviens que sur mon compte pro sur Instagram, donc quand j'avais démarré le coaching mental, je me souviens que les discours que j'avais, c'était des discours très comme ça, tu vois, en mode si t'arrives pas à te motiver, enfin, faut faire un effort. Tu vois, j'avais tout ce discours bah, qui allait dans le sens de qui j'étais à ce moment-là, tu vois, en mode bah, à un moment donné, il faut se pousser, les gars. Enfin, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous trouver des excuses si vous le faites pas, nan. Donc j'avais tout ce discours en mode il faut se motiver. Enfin, tu vois, les trucs que tu vois aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je rigole parce que je me dis waouh, en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais ça avait du sens quand même parce que ça fait partie de mon évolution et je suis contente d'être passée par là parce que ça m'a permis de me montrer à quel point c'était pas la solution et que c'était pas du tout réel en fait. Sur les réseaux sociaux, ça fait stylé. Tu te vis plein de défis, de challenges, mais dans la vraie vie, en fait, t'es fatigué, quoi. À te pousser tout le temps et à toujours te prouver. En fait, c'était ça. J'essaie de me prouver des choses, de me prouver que j'étais capable, de,
en me lançant des défis, en faisant des trucs. Je me souviens, j'allais au sport à 6 heures du mat, tout le monde me disait: «Waouh» et tout. Moi, j'étais trop contente, ça nourrissait encore plus, tu vois? Que les gens viennent confirmer que ce que je fais est génial et «Waouh, tu hyper motivée, comment tu fais?» Tu vois? J'aimais trop, ça m'élevait encore plus, tu vois? Mon ego, du coup, il était gros, quoi. Mais je suis contente d'être passée par là, à ce moment-là, parce que, ben, ça m'a permis de voir ce que c'était de faire l'autre extrême. Finalement, j'avais un extrême, j'ai fait l'autre. Et aujourd'hui, tu vois, de me recentrer et de pouvoir jouer avec ces 2 parts de là, mais quand j'en ai envie. Et puis en mode, bah, en fait, je suis obligée, c'est mon leitmotiv et je sais plus faire ça. Non, en fait, je sais que j'ai accès à ça, mais d'une manière plus saine et plus mesurée et plus Mmh. intelligente. Et du coup, c'est quoi, tu vois, à cette époque-là, si on va vraiment dans et on peut peut-être prendre un exemple, c'était un moment, tu vois? Enfin, tu vois, je me dis: «OK, il y a toute cette espèce de gloire», j'ai envie de dire, tu vois, sur Ouais. l'admiration des autres, mais j'imagine qu'à la hauteur qu'il y a cette gloire, il y a aussi des moments où tu te sens pas bien. Ouais, attends, carrément. Je pense que, attends, je me revois quand j'étais dans mon appart, mais du coup, c'était un peu plus tard. J'aimerais bien en trouver un avant. Quand j'étais au travail, quand j'étais en banque, à ce moment-là, je me souviens que j'étais dans mon bureau et en fait, quand je sors, donc tu vois, je faisais mon sport, machin, je faisais ce qui me rendait forte. Et quand j'arrivais au travail et que je devais faire ce que je devais faire, j'étais tout sauf ça, tu vois. J'étais en mode livide. Tu vois, j'étais absente, j'étais là, genre, c'est comme si je diminuais à fond et je me sentais hyper vide. Je me sentais pas à ma place. Je pense que c'est à ce moment-là où je ressentis ce conflit intérieur entre ce que je crois que je suis et ce qui se passe vraiment. Et ouais, je me vois en mode triste, tu vois. Tu vois, c'est même pas triste, c'est plutôt perdu. Et ok, j'ai découvert une facette de moi, mais en fait, ça change pas trop ma vie en vrai, tu vois. Et je me demande là, je sais pas si c'était le cas ou pas, mais l'idée qui me vient, c'est aussi de se dire, est-ce que le sport vient compenser quelque chose par rapport à ce qui se passe dans la vie pro? Ouais. Mais complètement! Mais complètement! Je me rendais pas compte au début, parce que le sport, comme je t'avais dit, je l'avais démarré pour, changer de corps et tout ça. Puis j'ai changé de corps, mais j'ai continué à faire du sport parce que, ben, j'aimais ça et ça m'apportait des choses. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que le sport était ma manière de gérer mes émotions. En fait, je me souviens quand j'étais en banque, par exemple, le sport me permettait de me vider du trop plein d'émotions que je ressentais dans la journée, il permettait d'évacuer. En soi, c'est pas un problème sur l'instant, sauf que comme c'était tout le temps ma manière de faire, mais que ça changeait pas ma situation, le problème c'est qu'à un moment donné, le sport n'a plus été suffisant. Et donc c'est là où j'ai commencé à me blesser parce que du coup, je m'étais dit, il faut que j'en fasse plus pour ressentir et me permettre de me défouler plus. Sauf qu'à un moment donné, bah, t'as tes limites et tu peux pas te défouler à volonté non plus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, donc je commençais à rentrer et à devenir aigrie, tu vois, quand je sortais du sport. Alors que le sport me permettait de, tu vois, me recentrer. À un moment donné, le sport n'a plus été suffisant. Et en fait, le sport, à ce moment-là, donc, a commencé même à m'abîmer. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que malgré le fait que je faisais du sport, je ressentais quelque chose en moi qui n'arrivait plus à s'évacuer avec le sport. Alors qu'avant, c'était une solution et ben là, c'était en mode: «Bon, malgré le sport que je fais, je ressens toujours ce truc qui me dérange à l'intérieur, que je savais pas forcément». C'est comme si ça je faisais face au fait que va falloir bouger parce qu'à un moment donné, cette situation ne va pas pouvoir durer. La preuve, ton corps, il est en train de te dire: «Meuf, occupe-toi de ta vie là, en fait, hein». Et justement, si on va un peu plus loin, c'est quoi le moment un peu de peut-être rupture où là tu dis: «Bon, d'évoluer quoi»? Et c'est à quel niveau? Parce que c'est peut-être d'abord au niveau pro avant d'être Je pense que je l'ai capté avec le sport, quand j'ai vu que le sport n'était plus suffisant. Enfin, non, j'ai capté d'abord que le boulot que je faisais me convenait plus. J'ai capté ça, mais comme je faisais du sport, je m'étais dit: «Bon, ça va passer». Tu vois? Je m'étais dit, «Ça arrive à tout le monde, que des fois dans ton travail, tu aimes plus trop ce que tu fais», donc je me suis pas posé plus la question que ça. En plus, à ce moment-là, je continuais à lire des livres de dev perso, mais bah, comme on peut le constater, lire des livres ne change pas une vie. Donc je lisais, ça me posait des graines, mais en soi, ça changeait pas ma situation. Donc je continuais le sport et en faisant le sport, quand j'ai vu que c'était plus suffisant, ce que ça m'apportait et que en fait ce que je ressentais à l'intérieur restait là, malgré le sport, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi et à me poser des questions sur mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, c'est comme si j'avais ouvert les yeux sur ce que je savais, mais que je fermais les yeux parce que c'est beaucoup plus facile. Ouais, en mode, je trouve des solutions extérieures. C'est tellement plus facile de faire du sport que de se poser des questions sur ce qui va pas sur soi. C'est un loisir finalement. Et là, en fait, j'ai commencé du coup
à m'intéresser et à voir que il y avait un truc à bosser parce que sinon ça changerait pas. Et c'est quoi pour toi justement l'élément déclencheur ou enfin, tu vois, le moment où tu te dis: «Allez, là, j'ai besoin de» et qu'est-ce qui t'amène, tu vois? C'est ce que je me dis, c'est est-ce que c'est les signaux qui sont là depuis des années et puis au bout d'un moment, tu dis: «Bon» ou il y a vraiment un truc, Je pense que c'est quand j'ai commencé à me blesser. Non, je me souviens. Donc il y a eu ça. Quand j'ai commencé à me blesser, pas quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé à me blesser, je me suis dit: «Bon, ça arrive». Mais quand c'est devenu répétitif, donc il y a eu ça et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, je rentrais chez ma mère parce qu'à ce moment-là ah ouais, je m'en souviens. Donc à ce moment-là, première idée que j'avais eue, c'était, «Vas-y, je vais partir en Australie». Je voulais faire le working holiday visa et c'était avant le covid. Donc ça devait être 2018-2019. C'était 2019 le covid, je crois. Le début. Ouais, c'était début 2019, je crois. oui, c'est possible. Je crois que ça a commencé en 2019 et bon, bref, c'est à peu près dans ces eaux-là. Je me souviens que j'avais parlé à mon patron que je voulais faire une année sabbatique et que je voulais partir en Australie, tu vois. C'était une manière pour moi d'y aller. Et inconsciemment, c'était une manière pour fuir ce que j'étais en train de vivre. Tu vois, partir à ce moment-là, c'était pour moi une solution que j'avais trouvée inconsciente de viens, on va faire autre chose. Mais j'avais pas encore conscientisé qu'en fait, j'avais un travail à faire sur moi, tu vois, parce que j'avais trouvé une solution extérieure en mode viens, je me casse. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Sauf que, il y a eu le Covid, Oui. j'ai pas pu partir. Et là, donc j'ai pas pu partir, donc ça m'a anéanti le projet que j'avais de fuite. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais plus partir parce qu'il y avait le Covid. Donc c'était, au début, tu vois, je me dis ouais, c'est bon, ça va durer 2 mois, ils vont réouvrir les frontières. Absolument pas. Donc j'ai travaillé en plus pendant le Covid. Moi, j'étais sur le terrain pendant le Covid. Et c'est là où du coup, je me suis dit putain. En fait, je me suis rendu compte que mon problème n'allait pas être résolu parce que du coup, j'étais obligée de rester là. Donc c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et donc, pour revenir à ta question, du coup, ma mère, comme je devais partir en Australie, j'avais lâché mon appart. Donc j'étais censée rester 2 mois chez ma mère. Finalement, je suis restée 2 ans du coup à ce moment-là parce que ben j'avais acheté un appart le temps qu'il se construise, mais du coup voilà. Et en fait, elle me voyait rentrer et elle m'a dit un jour, et c'est ça qui m'a fait lever la tête, parce qu'en fait je voyais ça comme une norme jusqu'au jour où quelqu'un te dit quelque chose et tu te réveilles. Elle me dit, je trouve que t'es de plus en plus aigrie quand tu rentres. Genre vraiment, je rentrais, j'étais en colère. Sauf que je sortais du sport. Donc je sortais du sport et elle me dit, je te trouve de plus en plus aigrie, tu m'inquiètes. Sur le moment, tu vois, je l'envoie un peu chier en mode mais non, c'est rien, tout va bien. Et en fait, ça m'a réveillée, tu vois. Je me suis dit: «Wow, si mon extérieur me voit», voilà. Et à ce moment-là, du coup, c'est quoi ce que tu mets en place concrètement, une fois que tu réalises ça? Je me souviens qu'à ce moment-là, je pense que attends, c'était en quelle année? C'était à ce moment-là? Je sais que je crois que je vais voir le premier séminaire, la première conférence de David Laroche, parce que je le suivais. Là, j'avais commencé à faire un peu plus que lire du dev perso, je regardais j'allais un peu plus loin, donc là, je voulais vraiment y aller parce que je sentais, que j'avais un travail à faire sur moi et je sentais que j'avais pas les comment on dit? J'avais pas les règles, j'avais pas les merde, je perds mes mots. J'avais pas les armes. Je sentais que j'avais pas les armes pour affronter ce que je vivais. Tu vois, genre j'avais plein d'outils, j'avais le sport, machin, 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 j'avais des proches, j'avais mes livres de dev perso, et en soi, ce truc que j'avais à l'intérieur, il était là. Donc du coup, j'ai été voir la première conférence de David Laroche, je me souviens, c'était à l'Équin. J'avais été avec ma meilleure pote. Ça devait être, ouais, dans ces années-là, 2019 ou quoi. Et en fait, ça m'avait impacté à fond le fait d'entendre des histoires d'autres personnes qui étaient peut-être un peu comme moi. Ça m'a permis de me rendre compte que, ok, je suis pas toute seule. Et en plus de ça, il y a des solutions. Et donc, c'est là où j'ai investi dans ma première formation en ligne, que c'était Entraîner pour réussir, tu vois. Ouais. La masterclass, ouais. C'était mon premier investissement. J'avais payé 1 200 € je crois. Donc, c'était un programme en ligne. Mais j'étais vraiment déterminée à ce que ma vie change. J'ai absolument pas été au bout de ce programme en ligne. Mais j'ai commencé, j'ai pris des infos que j'avais besoin de prendre, j'ai un peu actionné. Mais surtout, j'ai commencer à être honnête avec moi et à me poser la question, est-ce que vraiment c'est ce métier, j'ai envie de continuer à le faire? Parce qu'on me proposait en plus en interne d'évoluer. Donc j'avais pas de problème. En fait, je savais faire du chiffre. Enfin, il n'y avait pas de problème au niveau de mon taf, je savais le faire. C'était plus moi
où je me sentais en décalage entre, entre, je pense, mes désirs profonds dont j'avais pas conscience et ce que je vivais. Tu vois, je sentais que je m'éloignais en fait. Et du coup, j'ai pris la décision d'en parler à mon patron, à mon supérieur, en lui disant clairement les choses, hein. Je lui ai dit, je m'ennuie dans ce que je fais, je me sens enfermée au bureau, je manque de sens. Et c'est hyper dur à dire. Je me souviens, j'étais là, j'étais en transe, j'étais hyper stressée de lui dire les choses parce qu'en plus je l'appréciais. Vraiment, je l'appréciais, tu vois, mais je me devais d'être honnête. Et voilà, et je lui ai dit les choses. Et je me souviendrai toujours, il m'a dit, franchement, je suis désolée de l'expression, hein, mais vous avez vraiment des couilles. Qui m'avait dit, je me souviens. Je me disais la même chose, c'est quand même hyper courageux, quoi. Ouais. En fait, j'avais pas envie de mentir, j'avais pas envie de me foutre en arrêt, j'avais pas envie de choisir ça. Je me disais, merde, t'es une femme forte, assume ta force jusqu'au bout. Et je voyais tellement de gens autour de moi qui se mettaient en arrêt et qui revenaient pas, ou limite ça s'enfonçait, et je m'étais dit, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je veux pas choisir cette voie-là. J'ai envie de prendre des décisions et j'avais bien conscience que c'est pas parce que je me reposais un peu que ça allait changer. Tu vois, je sentais que c'est pour ça que je lui ai dit des choses. Je lui ai dit, j'aurais très bien pu me mettre en arrêt, ça aurait été beaucoup plus facile, mais ça n'aurait absolument rien résolu. Et du coup, ouais, j'étais hyper fière de moi d'avoir. Putain, c'était dur, hein, de dire les choses en face à face, tu vois, euh, à quelqu'un en plus que j'apprécie. C'est toujours déstabilisant, tu vois. Ouais, je pense pas. Après, tu me diras peut-être toi ce que tu as ressenti, mais enfin, je pense qu'il y a plein de peurs. Sûrement, même si tu es en CDI, il y a quand même une peur qu'on te vire, il y a la peur que l'autre juge. Justement, peut-être paraître aussi pour une personne faible d'une manière. Enfin, tu me diras, tu l'as vécu comment, toi? Enfin, c'était quoi les peurs que tu ressentais à ce moment-là? Bah, en fait, je pense que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être rejetée, qu'on me voit comme quelqu'un, ouais, de faible. En fait, j'avais peur d'abîmer l'image que j'avais construite dans cette entreprise, parce que je savais que j'étais très bien vue et j'avais peur de passer à l'inverse, tu vois, qu'ils soient déçus. Je pense que c'était ça ma plus grande peur. Et ça me fait des frissons rien que de le dire, mais j'avais peur de le décevoir. Je savais qu'il m'estimait beaucoup et j'avais de la chance parce que bah, après je m'étais donné aussi les moyens pour, tu vois, j'ai bossé, ça s'est pas fait tout seul, mais j'avais vraiment peur de le décevoir et je voulais vraiment partir la tête haute et qu'on m'estime en partant et faire les choses correctement. Euh, je sais pas si c'est mon éducation qui a fait ça ou quoi, parce qu'il y a d'autres travails, ça s'est pas passé comme ça. Mais cette fois-là, vraiment, je trouvais qu'il m'avait vraiment donné une chance et je trouvais qu'il méritait que je parte, entre guillemets, la tête haute et avec respect et responsabilité, tu vois. En fait, je voyais tellement de gens autour de moi se mettre en arrêt, ça m'énervait. Vraiment, je me disais, mais les gars, enfin, ça m'énerve, forcément, c'est facile à dire, mais sur le moment, je me disais, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, j'ai envie d'assumer pleinement. Et tant pis si je me mangeais un mur et si c'est difficile après, mais c'est déjà difficile de toute façon, donc je voulais clôturer. J'avais bien pris conscience que c'était pas la solution de autrement, tu vois. Je savais, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était pas pour moi. Toi, à ce moment-là, tu décides d'arrêter, alors c'est ça? Ouais, en fait, je décide, donc j'ai une première discussion avec mon patron, où je lui explique enfin, ce que je t'ai dit, tu vois, comme quoi je me sens pas à ma place, je me sens enfermée dans mon bureau, je me fais chier, clairement, alors que j'ai plein de choses à faire, hein. Mais juste ce que je fais m'ennuie. Et à ce moment-là, du coup, il me demande, ben, vous voulez quoi? Clairement. Et moi, j'étais là, ah, j'ai du mal à le sortir. Mais du coup, je lui avais dit, ben, moi, j'aimerais partir et faire autre chose. Sauf s'il y a d'autres choses, d'autres métiers dans l'entreprise qui, selon vous, pourraient correspondre à mon profil. Donc à ce moment-là, j'avais vu une personne en interne qui s'occupait, tu sais, de faire bouger les gens. Donc j'avais quand même pris rendez-vous avec elle, j'étais pas fermée. Parce que j'avais déjà mon idée de coaching et d'être entrepreneur à ce moment-là en tête, hein. Et donc je pense que c'est le rendez-vous d'après, c'est là où je lui ai dit, bah écoutez, j'aimerais une rupture conventionnelle. On m'avait dit, tu n'auras jamais de rupture conventionnelle. J'ai dit, pas de problème, me challengez pas comme ça, parce que Ouais. j'adore qu'on me dise, tu n'auras pas, et je vais tout faire pour l'avoir. Je l'ai eu. On m'a dit, t'as vraiment une chance de malade, pour pas dire l'expression. Mais je l'ai eu parce que, comme par hasard, à ce moment-là, ils étaient en train de restructurer l'entreprise et ils allaient supprimer un poste. Donc, c'était pas moi qui devais partir à la base. Mais du coup, ça a évité que quelqu'un d'autre parte parce que moi-même je partais. Donc, ça les a arrangés. Donc, du coup, ils ont bien voulu me faire une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de toucher du chômage pour ensuite faire ma formation de coach, enfin ma première formation de coach. Voilà. Ouais, ça c'était le 31 janvier 2021. OK. Oh, c'est trop chouette et
Donc c'est le moment où tu deviens coach plus ou moins, enfin en tout cas tu fais ta formation puis tu lances ton business et justement, tu vois si on reste un peu, parce que j'ai envie de garder ce fil rouge là autour justement de comment, ta vision de la performance évolue, tu vois, au fur et à mesure des Mmh. années. À ce stade-là, où est-ce que tu en es justement par rapport au sport? Est-ce que quel impact ça a, s'il y en a un, tu vois, le fait d'avoir démissionné à ce moment-là? Déjà, ça me libère, j'ai un poids en moins. Le dernier mois, je me souviens, en entreprise, c'était hyper long. Tu vois, quand tu sais que tu pars, à ce moment-là, c'était waouh, je comptais les heures, je comptais les jours. C'était un supplice, vraiment. Donc, c'était hyper dur. Mais en même temps, je me sentais libérée d'un poids intérieurement. Donc, je continuais le sport, ça, y a pas de problème, j'ai continué. Et j'ai remarqué que j'étais très dans l'action à ce moment-là, tu vois, très dans le faire, 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 faire. Je faisais plein de choses pour essayer de changer intérieurement. Euh, ouais, je dirais ça. C'était ça ta question. Oui, mais enfin, tu le réalises, mais parce qu'après, j'ai envie de revenir, mais je vais peut-être trop loin directement, tu vois, justement, pas donc pas fin 2024, fin 2023, où là, il y a un tournant aussi au niveau de ton business. Ok. Donc, Ouais. ouais, en gros. Donc, je me lance janvier 2021, je fais ma première formation de coaching. Donc, c'est là où ça me permet de retrouver du sens dans ce que je fais, de me remettre un fil rouge, de me remettre au centre de ma vie, clairement. Parce que là, du coup, je mets de côté. Parce que ce qui était difficile à ce moment-là, quand j'étais en entreprise, c'était que tout le monde me disait mais c'est un CDI, mais c'est trop bien, t'as plein d'avantages, tu gagnes bien ta vie. Et j'avais toute cette pression sociétale de mais tu vas pas tout quitter alors qu'on est en plein Covid pour partir en entrepreneuriat, alors que t'as une situation ultra sécuritaire. Et en fait, non, c'était plus fort que moi. Mais en fait, mon état interne a beaucoup plus de valeur qu'une sécurité extérieure, entre guillemets. Donc bref, je me lance, je fais ma formation qui dure 6 mois en présentiel sur Paris. Du coup, je me mets à coacher à fond, fond, fond parce que du coup, je veux avoir beaucoup de. Enfin, je veux m'entraîner, je veux monter en. Tu vois, je suis dans la performance en mode. Je me souviens, ils avaient dit oui, donc vous prenez 2 personnes par semaine. Moi, j'en avais pris 5. J'étais en mode, tu vois, déter et tout. Je dis non, moi, je veux tout défoncer. Vous me dites 2, j'en prends 5 et tout ça, tu vois. Donc pendant la première année, je fais du coaching gratuit pour m'entraîner à fond, me construire des témoignages et me sentir légitime et à l'aise avec mon métier parce que finalement c'est tout nouveau, tu vois. 2022, je me lance officiellement. Donc là, du coup, je commence à faire un peu comme tout le monde, du coaching en ligne une fois par semaine, blablabla. J'enchaîne plutôt pas mal, je me débrouille bien. Au bout de 3 mois d'activité, je vide mon activité avec beaucoup d'efforts parce que j'applique les stratégies que j'avais captées. J'avais un coach business à ce moment-là, ce qui marchait plutôt bien, mais le prix à payer, c'était que euh, je, je me sentais complètement pas moi-même en faisant les méthodes. Mais bref, ça marchait. Donc, je vide mon activité. Donc, ça, c'est du coup en 2022. Je me refais accompagner fin 2022, début 2023. Et là, 2023, je commence à trouver de quelle manière j'ai envie d'accompagner les gens. Donc, j'arrête de suivre les stratégies bien modelées qu'on m'a montrées et je suis ma manière de vouloir faire les choses. Donc, je crée des concepts qui changent, qui sortent du lot, qui sont novateurs. Ça fait un carton. J'ai énormément de demandes, j'ai surtout énormément de résultats, donc ça fait un effet boule de neige forcément parce que les gens en parlent. Forcément, quand ça marche fort, bah du coup les gens en parlent fort. Sauf que j'ai lancé plusieurs choses en même temps, donc ça c'était on arrive en 2023 du coup. Donc je lance plusieurs concepts, ça marche bien. Du coup, moi, ça me donne envie de créer d'autres choses, sauf qu'en fait, à ce moment-là, ça me donne énormément de travail dont j'ai pas forcément conscience. Donc je gagne bien, bien, bien. À ce moment-là, je suis autour de 15 000 euros par mois. Mais en fait, le problème, c'est que je j'ai pas une vision moyen-long terme. Donc, je vois pas que le fait d'encaisser ça va me demander énormément de travail derrière. Et en fait, je suis hyper focus, surtout en 2023, sur le résultat de mes clients. Avant, je l'étais aussi, mais là, plus j'avance et plus pour moi, le plus important, c'est performer dans le résultat de mes clients. Je veux que mes clients, quand ils repartent, ils me disent c'est incroyable, ce que j'ai fait, ça vaut de l'or. Euh, j'ai tellement appris, enfin, ça m'a changé ma vie, tu vois, je veux vraiment des résultats forts. Du coup, je suis centrée là-dessus, je me donne à fond, fond, fond pour que les personnes ils en soient là. En fait, j'essaye de faire comme moi, j'aimerais qu'on fasse pour moi. Le problème, c'est que je suis trop tellement sur le résultat et sur la performance que je m'oublie dans ce chemin-là. Tu vois, je suis tellement centrée sur l'autre et sur sa satisfaction que j'oublie de prendre soin de moi sur le process. Je dirais ça. C'est à partir de ce moment-là, en 2023, donc c'était en été, l'été 2023. Ouais, justement dans un moment, moi ce que j'aimerais bien comprendre ce que tu vis à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe en toi? Bah, je me souviens que je suis avec des amis. Donc je pense qu'on doit être en août ou en septembre, il fait super bon. On est en terrasse. Je suis trop contente, je dis à mes potes que putain, j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Et genre, je suis choquée.
Et en même temps, je me sens un peu dans l'ego en mode et moi, j'ai fait ça. Et en même temps, je suis sur mon téléphone pendant que je suis en train de boire un verre avec mes amis. Je réponds aux messages de mes clients. Je me sens en même temps dépassée parce que je suis en train de vivre. J'ai plus de 300 messages, dont des messages vocaux de 3 minutes et tout, perso, enfin, auxquels je dois répondre. C'est vraiment, je dois répondre à ces messages. Donc j'ai plus de 300 messages par jour. Des fois, je crois que ça va même jusqu'à 500. Mais 500 messages où je dois répondre à chacun des messages, tu vois. C'est pas genre j'ai des messages, on s'en fout. C'est des messages de clients que j'accompagne. Et puis ça répond, tu vois, il y a des groupes, donc du coup, il y a plein d'échanges et tout ça. Et je sens qu'à ce moment-là, je me sens dépassée. Je me dis, mais comment je vais faire pour tenir la barre? Certes, je sais faire ça, ok, mais je sens un truc en moi en mode, tu vas te cramer. Tu vois, je sens ça. Je me sens, tu vois, par exemple, dans ce moment avec mes proches, je suis pas présente. Je suis dans ma tête, je pense business, je mange business, je dors business. Je suis avec des gens, mon téléphone, c'est toujours pour être connecté au pro, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dors business. Et selon toi, justement, qu'est-ce qui se passe en 2023 qui amène cette forme de croissance et aussi ce enfin, tu vois, c'est quoi le driver un peu derrière? Parce que genre, dans ce que tu as dit, il y a je vois que ça marche, j'ai envie de créer des choses. Mmh. Ce qui m'a amené à ça, Ouais. alors, en fait, je crois que si je me souviens bien, je finissais mes droits de chômage. Oui, parce que c'était 2 ans, il me semble, et en fait, comme j'avais fait du chiffre, ça se décalait, tu vois? Et je savais que là, je crois qu'on devait être en juin 2023 ou mai. Et là, je savais. Donc avant, c'était facile parce que je me dis, au pire, je touche pas de chiffre d'affaires, j'ai le chômage. Je prends pas trop de risques, entre guillemets, je me sentais assez sécuritaire. Et là, je prends conscience qu'en fait, ben, bientôt, j'ai plus de chômage. Donc tu fais pas de chiffres, t'as pas de thunes. Sauf que t'as un prêt, t'as un loyer, t'as des frais. Donc tu ne peux pas ne pas faire d'argent, entre guillemets, tu vois. Et je commence à ressentir cette pression. Du coup, je lance mon challenge 21 jours à la base que je fais pour moi. Je fais pour moi, pour me recentrer, trouver des idées et me dynamiser et faire entrer du chiffre d'affaires. Puis finalement, ce concept à la base que j'avais créé pour moi, que je partage aux gens en disant bah, si vous voulez venir le faire avec moi, parce que moi je sais que ça va marcher pour moi, et ben voilà, ben en fait ça crée une bombe que je vends après en programme du coup. Je me dis waouh, les effets sont incroyables. Et c'est pendant ce programme que j'ai fait pour moi que ça m'a amené plein d'idées qui résonnaient pour moi. Et c'est là où j'ai commencé du coup à, sans m'en rendre compte, parce que c'était pas prévu, à vendre et à créer des choses qui m'ont permis, tu vois, de sortir de cet effet où je risque de plus avoir d'argent, du coup, faut que j'en fasse. Donc, tu vois, ça a fait ça. Et puis il y a un peu l'effet boule de neige et hop, Ouais. en Et là, ça a fait un effet boule de neige dont je m'attendais pas parce qu'en fait, j'avais aucune attente vu que le programme 21 jours, à la base, c'était pour moi. C'était pas à destination, j'avais aucune idée que j'allais le vendre après. C'était moi, en fait, j'ai besoin de me recentrer et de faire un truc, donc je me crée un programme qui dure 21 jours pour justement me mettre en action et faire des choses. J'ai dit aux gens, si vous avez envie de le faire, je vous l'offre, on le fait ensemble. Moi, je vais le faire de toute façon pour moi et voilà. Ils l'ont fait. Il y a eu des résultats de malade. Je me suis dit, mais c'est ça que je vais vendre, entre guillemets. Il y a des résultats de dingue en l'espace de 21 jours, alors que plein de gens vendaient des programmes sur 3 mois. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable. Les gens, ils avaient des résultats dès 3 jours. Donc je fais ça, je vends ça, mais je m'y attendais pas. Donc du coup, je saisis l'opportunité. Sauf que je me rends pas compte qu'en fait, être disponible 21 jours d'affilée pour toutes les personnes, ça me demande une énergie de malade. Parce qu'il y a une différence entre le faire pour soi et accompagner un peu les gens, et le faire que pour les gens et être totalement disponible pour eux, tu vois. C'est à partir de ce moment-là où, du coup, j'avais pas anticipé que, ok, ça marche, mais attention, il y a un prix à payer derrière sur ce programme. Tu vois, par rapport au programme où tu accompagnes une fois par semaine, c'est pas du tout la même charge mentale que 21 jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, j'avais même des gens qui m'envoyaient des messages pendant la nuit. Bon, je ne répondais pas, heureusement. Mais tu vois, ça pouvait partir loin, en fait. Si tu mets pas de cadre aux gens, ils prennent ce que tu donnes, hein. Si tu donnes tout, ils prennent tout, tu vois. Et ouais. Et du coup, c'est là où j'ai vu. Donc, je m'étais dit, trop bien, j'ai trouvé le programme que j'ai envie de vendre. Sauf que je me suis vite rendu compte que je peux pas le faire tout le temps. Je peux pas le faire tous les mois. C'est pas possible en termes d'énergie physique et mentale. Je vais me cramer. Donc, je l'ai quand même fait au début. Donc, je l'avais fait en juin, en juillet, en août, en septembre. Je suis partie d'ailleurs faire mon stage Vipassana en septembre, comme par hasard. Et ça m'a permis de vraiment couper et là aussi de me rendre compte que faut que je change quelque chose parce que certes je fais du chiffre, certes ça fonctionne, certes j'ai des résultats,
mais derrière, je suis en train de m'abîmer et de me dégoûter, finalement, tu vois? Et c'est quoi le moment où il y a vraiment enfin, est-ce que c'est après le stage de Vipassana? Tu vois, c'est quoi le moment où il y a vraiment un shift et tu te dis: «Là, ça les choses doivent changer»? Ah ouais, non, c'est pas après le stage Vipassana. Le stage Vipassana de 10 jours de silence m'a permis de faire une pause, une vraie pause et en même temps, comme j'étais très dans ce côté femme forte à ce moment-là, j'étais, là pour expérimenter une nouvelle manière, de faire et de me tester mentalement. Tu vois? J'étais même pas vraiment là pour moi. Je dirais le shift, je l'ai eu à la fin de l'année 2023 quand j'ai fait mon bilan. Je me suis dit: «Je vais faire mon bilan». Je sentais intérieurement quelque chose qui me dérangeait, tu vois? Je me sentais essoufflée, je me sentais épuisée et en même temps, j'avais pas trop de mots dessus parce que je disais tellement que ce que je faisais, c'était génial. J'étais tellement fière des résultats, j'avais enfin quelque chose qui me parle, qui m'anime, pour lequel j'ai de l'impact. Donc du coup, j'avais un peu du mal à accepter de voir aussi à quel point ça m'abîmait, en tout cas sous ce format-là, tu vois, avec autant de répétitions. Et en fait, en décembre, je décide de faire mon bilan de l'année, je me souviens, et je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai complètement oublié ma vie personnelle. Toute mon année a été, entre guillemets, je vais pas dire tout parce que je sais que c'est voilà une interprétation, mais j'ai fait tourner toute ma vie autour du business. Je voyais des potes, c'était une opportunité de créer un business. Dans la discussion, tout était un prétexte pour nourrir le business. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point j'avais mis de côté des projets que j'avais personnellement, des rêves que j'avais personnellement, comme voyager par exemple, euh, parce que du coup, j'avais pas pris de vacances depuis je ne sais combien de temps. En fait, quand je bougeais, je prenais mon PC et je taffais. Juste, je changeais d'endroit, en fait. Mais j'étais toujours en train de taffer. À part quand je fais mon stage Vipassana pendant 10 jours. Et encore, sous une certaine forme, c'était une forme de taffer. Parce que, tu vois, ça m'apprenait une nouvelle opportunité de quelque chose à apporter, tu vois. Mais ouais, je dirais quand j'ai fait mon bilan, en 2023, j'ai pris une claque. Je me suis dit, waouh. Ben, du coup, je m'étais dit 2024, je veux que ça soit je veux me découvrir en profondeur, personnellement, et je veux me reconnecter, je veux recréer pas l'équilibre, je me suis pas dit ça, je me suis dit: «Je veux me découvrir en profondeur et vivre des aventures cette année», tu vois? Donc 2024 et alors, justement, comment, enfin, j'en reviendrai peut-être après. Tu sais, j'ai envie d'avoir à un moment donné peut-être un avant, après, Ouais. quoi ta vision justement, ben, de la performance en général, du business aussi, de Ah ouais, ça a changé. l'entrepreneuriat et après mais comment se passe l'année 2024 au global si on fait un Donc 2024, elle commence en allant, à Bali, en février. Je me dis, donc à la base, je voulais aller en Australie. Vu que j'avais eu ce projet, mais que j'avais pas pu le faire pendant le Covid, je m'étais dit: «Bah, vas-y, je vais y aller, j'ai encore l'âge», en plus, j'avais encore mon working holiday visa qui était, encore, faisable, je crois, parce que tu sais, comme j'avais pas pu y aller, ils me l'avaient reporté. Et en fait, je me dis, au dernier moment, je me dis non, je sais pas pourquoi l'Australie, je le sens pas, ça veut dire taffer là-bas. J'ai pas forcément envie de taffer et de faire et de travailler dans les champs pour dire toucher des sous. Enfin, je me projetais pas, tu vois, en m'imaginant faire ça. Je sais que beaucoup de personnes vont en Australie pour faire de l'argent facilement et tout et voyager après. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Tu vois, je voulais voyager. Enfin, et encore non, c'est pas vrai. Je voulais tester le fait d'être digital nomade, je me souviens. Et j'avais bien vu qu'avec les tarifs, enfin le coût de la vie en Australie, j'avais intérêt de faire du chiffre pour pouvoir être digital nomade là-bas, tu vois. Et du coup, je pense à Bali, parce que j'avais déjà été à Bali en 2019. J'avais bien aimé en road trip, tu vois. Et je m'étais dit, bah en plus, coût de la vie vraiment pas cher, c'est à côté de l'Australie. Donc si j'ai envie d'aller en Australie après, je peux. Donc du coup, je décide d'aller à Bali. Et j'arrive à Bali. Et déjà, j'arrive pas à travailler. Et clairement, bon déjà décalage horaire, certes, la chaleur, certes, mais je sens que clairement, j'ai absolument pas envie de bosser. J'ai, genre, j'annule tous mes rendez-vous, j'annule tout ce que je suis censée faire. Et je sens que, en fait, je prends une claque quand je suis à Bali. Je me rends compte déjà que je pensais vouloir être digital nomade alors que, ben, non. En fait, ça m'anime pas du tout d'être derrière un PC, derrière un décor de rêve. Je me rends compte que certes, c'est instagrammable, mais en fait, c'est faire exactement ce que je faisais en banque, mais avec un beau décor. Et j'ai pas envie de passer ma vie derrière un ordinateur. Euh, en étant disponible pour les gens toute la journée, tu vois. Vas-y, dis-moi. ah non, non, enfin, Ah, je pensais c'est que t'avais une question. Ouais, et là-bas, tu vois, toute ma part d'action, tu vois, cette femme forte qui fait, qui se bouge le cul, qui fait plein de choses, qui se met en action, ben là-bas,
c'est comme si j'y arrivais plus. J'arrive pas à mettre en action, j'arrive pas à être dans le faire. Donc je faisais du crossfit à ce moment-là. J'arrive pas à faire de crossfit, je veux même pas entendre parler de crossfit. J'ai pas envie de faire de musculation, j'ai envie de faire du pilates. Le truc que je jugeais à mort, où je disais mais pilates ça sert à rien, c'est des étirements. Oui, je sais, j'avais beaucoup de préjugés. Mais là-bas, j'ai envie de douceur. J'ai envie de calme. J'ai envie de lenteur. C'est trop bizarre. Tu vois, j'arrive là-bas, je me fais le Bali déjà. Laisse tomber. Lavage intérieur dans tous les sens du terme. C'est comme si en fait, aller à Bali m'a permis de prendre du recul, de la distance sur la vie que je m'étais construite et sur la personnalité que je pensais avoir. Et le fait d'être loin de moi et de ma vie, entre guillemets, sous une certaine forme, ça m'a permis de prendre du recul et de voir ce que je ne voyais pas en étant dedans. En étant là-bas, j'ai vu à quel point la vie que je m'étais construite, c'était pas, en fait, je veux pas ça. Certes, elle fonctionne, mais c'est pas ça qui m'inspire, tu vois. Et j'ai vu à quel point j'étais beaucoup trop dans le faire, trop dans l'action, que j'étais finalement sous une certaine forme déconnectée de moi, de mes ressentis. Et en fait, en allant à Bali, je me suis reconnectée à cette part de féminité, de plus de douceur, de plus de sagesse, de calme, de ralentir. Enfin, vraiment, ça m'a fait bizarre. Comme si j'avais oublié cette part que j'avais parce qu'elle n'avait pas la place dans ma vie quotidienne d'action. Je me souviens avec mes potes quand je parlais, je dis je vais faire ça, je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Si je me sens pas bien, c'est parce que j'ai pas fait mon sport. Tu vois, toujours ce truc de faire, faire, faire. Et je sais pas comment expliquer, mais Bali m'a permis de voir les choses d'une autre manière, de prendre du recul, d'accéder à une part de moi qui était finalement endormie et qui n'avait pas la place, parce que comme là, j'arrivais pas à mettre en action, bah l'autre part se réveille, tu vois. L'autre part plus calme, plus douce, plus sensible, que je voulais absolument faire taire, ben là, en fait, je sais pas, c'est comme si je me reconnectais à cette part de moi et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait bizarre sur le moment, ça m'a dérangé, mon ego, tu vois, en mode vas-y, il faut qu'on se bouge, faut qu'on court. J'ai essayé de courir une fois à Bali. Horrible. Tu sais, il y a des pentes, il faisait 35 degrés, l'humidité, les scooters et tout. Horrible. J'ai dit, ok, ici, je vais faire du yoga et du pilates. Tu vois. Je vais faire, si j'ai fait les bains froids quand même. Mais ouais, ça m'a permis d'apprendre à voir que je pouvais être heureuse d'une autre manière que ce que j'avais créé, tu vois. Qu'il y avait d'autres méthodes et qu'en fait, ah oui, c'est là où j'ai eu des prises de conscience de malade. Bah, j'avais fait un podcast, et je me souviens, je le garde celui-là parce que j'ai des leçons dedans qui m'ont vraiment fait du bien, où je dis tout part de l'intérieur. C'est pas parce que je vais changer d'endroit dans ma vie que ma vie sera mieux. Ma vie sera mieux quand je serai mieux. Et en fait, comme je me sentais bien à Bali et que j'ai mis en lumière tout ce qui n'allait pas, entre guillemets, et tu vois, qui m'abîmait, bah en fait, je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que tout part de moi et que c'est pas mes actions qui comptent, c'est qui je suis quand je fais mes actions. Tu vois, avec mes actions, c'est que la conséquence de mon état interne. Et à ce moment-là, ouais, j'ai eu plein de révélations, tu vois. Mais des trucs hyper sages. Tu vois, pas des trucs bullshit, hyper drivant. Là, c'était vraiment très calme, plus profond, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages et je rebondis juste par rapport à ce qui me vient parce que moi j'ai vraiment, donc dans mes accompagnements aujourd'hui, c'est ça l'idée, c'est de se dire en fait, tu essayes d'atteindre ton prochain objectif de Mhm. chiffre d'affaires, mais il y a une forme de conflit intérieur justement entre je veux l'atteindre, mais plus de la même manière. Je veux plus travailler 70 heures semaine, je veux pas sacrifier ma vie perso pour le faire parce que pour moi c'est important et ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc de se dire, bah, en fait, une fois que j'aurai atteint ce palier, là, je vais pouvoir profiter de ma vie perso, je vais pouvoir enfin me sentir Ouais, épanouie, plus sereine, et c'est juste une illusion. Enfin, moi, je trouve, quoi. Je c'est pense que pour ça. certaines personnes, ça marche, pour la plupart, ça marche pas parce que c'est pas l'objectif qui va t'amener à cet état intérieur, c'est cet état intérieur et le fait d'être aligné avec la manière dont tu veux performer qui est autre que celle qui est véhiculée par la plupart des personnes qui va t'amener à atteindre ce prochain objectif de chiffre d'affaires, quoi. Mais carrément. En fait, c'est ça. Avant, j'essayais de me driver sur un chiffre d'affaires, sur un nombre de clients, sur des trucs comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est intéressant, mais qu'il manque des choses pour pouvoir me sentir bien et pas justement me donner des coups de bâton toute seule, en fait, tu vois. En fait, c'est comme si, c'est ce que je disais, je sais plus à qui je disais ça, mais c'est comme si j'étais devenue mon propre patron bourreau, mon propre patron toxique, tu vois. Je me suis dit, putain, tu quittes le salariat pour devenir ton propre patron toxique, c'est quand même débile.
tu vois? Il y en a tellement, tu vois? C'est ça qui Mais m'énerve. oui! On cherche la liberté dans l'entrepreneuriat et en fait, on Mmh. se retrouve dans une autre prison. C'est la même, mais Mais c'est c'est une ça. autre prison, prisonnier de son business parce que justement, il faut faire des millions, parce qu'il faut, travailler beaucoup, parce qu'il faut travailler dur et en fait, tu as juste changé de cadre, mais c'est la même chose dans le fond, tu vois? Et la forme est Mais oui, différente, mais c'est ça. Ça m'a vraiment montré à quel point, aussi, je pensais que l'argent était la solution, tu vois? Surtout dans l'entrepreneuriat, tu es beaucoup drivé par ce truc de faut faire de la thune et tout et j'ai vu en faisant, alors certes, j'ai pas fait des gros chiffres non plus, mais j'en ai fait quand même, des intéressants. Je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait, gagner de l'argent?» Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit: «Mais bah non, ça m'intéresse pas. C'est ça le prix à payer, de gagner de l'argent? Ben, mon état interne a beaucoup plus de valeur que ce chiffre d'affaires, en fait» et c'est là où j'ai commencé à réapprendre en remettant les choses à leur place, à me dire: «OK, mais quelle vie je veux d'abord?» Tu vois? Au lieu de dire, quel chiffre d'affaires je veux et ensuite quelle vie ça me permet d'avoir. C'est quelle vie je veux aujourd'hui et ensuite professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quelle manière j'ai envie d'aider? Qu'est-ce qui m'anime? Tu vois? C'est là où j'ai commencé à me poser des vraies questions qui partaient de l'intérieur et pas l'extérieur en mode, quelle voiture je veux avoir, dans quel pays je veux vivre, quel salaire je veux avoir sur mon compte. OK, c'est très bien, mais tu peux avoir tout ça et être vide à l'intérieur, comme je l'ai été, tu vois? En fait, je me suis rendu compte en vivant l'autre extrême que certes, c'est bien, t'as eu de la thune, t'as eu la voiture que tu voulais, t'as vécu dans les endroits que tu voulais, t'as eu le nombre de clients que tu voulais, le prix à payer, ben, tu t'abîmais, limite, je sais même pas dire si j'ai fait un burn-out ou pas, mais je suis partie un peu là-dedans, je sentais, tu vois, que je tirais sur la corde. Et là, je me dis aujourd'hui, j'ai envie de faire du chiffre d'affaires de manière saine. J'ai envie d'aider les gens de manière saine, sans m'oublier, sans les faire passer en priorité au point de, tu sais, me mettre vraiment en dernier. J'ai envie de pouvoir avoir une vie, en fait, entière. Et pas passer ma vie à travailler ou à servir non plus. ouais, en tout cas, ça me parle et sur le côté, tu vois, je me dis parce que c'est fou, je trouve, la capacité avec laquelle tu as lâché à Bali. Tu Ouais. vois? Et qu'est-ce qui parce que bon, ça va être un discours un peu perché, mais c'est vrai que Bali a quand même une énergie spéciale et pour y avoir été beaucoup, je sais ce que c'est et je Ouais, sais que ouais. là-bas, justement, je trouve ça intéressant que tu aies lâché parce que je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. En tout cas, pour beaucoup de personnes, les premiers mois sont très difficiles à Bali et je pense que c'est justement parce que ces personnes, dont moi, hein, n'arrivent pas à lâcher et la vie, elle est là en train de t'envoyer des claques. Mais vas-y, Alors, lâche, lâche et toi, tu lâches pas et je me dis quand tu en parles, ça va avoir enfin, tu le ça a l'air sens et tu facile. ouais, quoi, tu vois? Je me dis: «Mais qu'est-ce qui fait selon toi que c'était si facile» entre guillemets pour toi? Alors, en vrai, il n'y a pas eu que Bali. Bali, ça a été les prémices de mon changement intérieur. C'est-à-dire que c'est pas Bali en soi, je dirais que c'est le fait d'être partie ailleurs et je suis pas juste partie ailleurs pour partir, pour voyager et tout. À Bali, je n'ai rien fait. J'ai fait aucune activité touristique. J'étais vraiment en mode, vas-y, viens, je vais faire comme si je vivais à Bali. Donc j'ai essayé de trouver mes habitudes. Je me suis direct conditionnée en mode, OK, viens, on fait la même chose finalement. Et je me suis rendu compte que c'était impossible de faire la même chose que ce que je faisais à Lille. Et c'est là où j'ai commencé à me remettre en question. Après, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc je sais que j'ai une capacité, tu vois, à capter des choses que tu m'aurais fait vivre ça il y a 5, 6 ans, j'aurais rien capté, j'aurais juste voyagé. Tu vois, j'aurais fait le truc, je serais rentrée chez moi, j'aurais dit, oh là là, la vie n'a pas changé. Non, je n'ai pas changé. C'est ça la différence, tu vois. Là, j'étais vraiment dans l'optique de, vas-y, je vais voir ce qui se passe en étant là-bas. J'étais beaucoup en mode introspection, j'étais beaucoup à m'auto-coacher, j'étais beaucoup à m'observer, à écouter mes ressentis. J'avais énormément de ressentis. Vraiment, j'avais de la colère, de la tristesse. Parfois, je me sentais seule, parfois, je me sentais vide et j'ai pris le temps de me poser des questions. J'ai vraiment consacré des journées. Je suis restée que 3 semaines à Bali, hein. Donc, ça a été hyper vite. Et quand j'ai capté intérieurement que j'ai eu les réponses à ce que je cherchais, aux questions que je me posais. C'est là où je me suis dit, ok, bon, maintenant c'est facile d'avoir ces réponses à Bali. Ça donne quoi d'avoir ces réponses en France? Parce que c'est facile d'avoir des prises de conscience, de te sentir bien à Bali. Maintenant, c'est à quel point tu les as intégrées pour pouvoir être heureux partout où tu es. Et pas juste dans des cadres idylliques, entre guillemets. Donc du coup, je suis rentrée en France. J'étais un peu stressée en mode, est-ce que je vais pas trop vite? Je suis restée que 3 semaines. En soi, la durée, ça veut rien dire finalement. Mais j'avais un peu peur que ça soit vrai pour Bali mais en fait, que ça soit faux à Lille. Tu vois ce que je veux dire? En mode, c'était spécifique pour Bali, mais en fait, ça marche pas. Et quand je suis rentrée, j'ai tout réorienté. Ma manière de vivre, en fait, j'ai changé mes habitudes. J'ai été beaucoup plus douce avec moi. J'ai arrêté de me mettre dans l'action pour me mettre dans l'action.
J'ai arrêté de faire du sport pour faire du sport. Je faisais du sport parce que j'en avais envie, parce que ça me faisait plaisir et pas juste par habitude, tu vois? J'étais vraiment dans ce truc de: «Bon, moi, Camille, pour être heureuse, j'ai besoin de faire du sport, d'avoir des conversations inspirantes, d'être dehors. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai pas ça, je suis malheureuse du coup?» Donc tu vois, j'ai vraiment essayé de me sentir remplie avec rien. C'était assez challengeant, tu vois? Mais le deuxième prise de conscience qui m'a permis vraiment d'aller en profondeur là-dessus, c'est quand j'ai vécu mon expérience Exatrek. Tu te souviens, je t'avais dit là? Oui, tu m'en as parlé. Alors là, je me suis mangé un mur. Et là, vraiment, Peut-être pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je oui, connaissais pas non plus avant, expliquer ce que c'est et ouais, enfin voilà, qu'est-ce qui t'amène en à vouloir gros, faire ça? quand je suis rentrée de Bali, donc je suis rentrée sur l'île, chez moi, enfin chez ma mère du coup, vu que mon appart était pas disponible. Et en fait, je m'étais dit, vas-y, du coup, tu te souviens, mon leitmotiv pour l'année 2024, c'était je veux vivre des aventures. Je veux découvrir qui je suis profondément. C'était mon intention de l'année. Cette intention, forcément, elle est restée dans ma tête. Donc quand je rentre de Bali, je me dis, ok, quelle aventure j'ai envie de vivre? Je regarde un peu, moi j'adore les treks, j'adore la montagne. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas forcément envie d'aller à l'étranger. Je me suis rendu compte que finalement, ok, c'est bien, mais c'est plus ce qui m'attire forcément. Et je suis tombée sur l'Exatrek, qui est la traversée de la France à pied. Donc c'est censé être 3500 km. Ça part des Vosges et ça arrive à Hendaye, donc au niveau de l'Atlantique. Et je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de faire ça. Bon, à savoir que le seul trek que j'avais fait dans ma vie, c'était 3 jours avec Explora Project, donc en groupe. J'ai jamais dormi toute seule en tente. J'ai jamais marché plus de 3 jours en trek. Enfin voilà, tu vois, j'étais en mode un bébé dans le trek. Donc je me lance, je pars le 1er juin. Et là, je me prends des murs. En fait, c'est comme si ça venait passer le niveau supérieur à ce que j'avais vécu à Bali. Je passe les 3 premiers jours. Déjà, je passe ma première nuit en tente. Je crois que je vais faire une syncope. J'ai peur, il y a des animaux autour de la tente, bref. Vraiment, ça réveille des trucs en moi. Je me dis, putain, j'en ai marre. Et en fait, je me suis rendu compte. Donc, je vis cette aventure. J'y vais 10 jours. Je me blesse. Je chope une bactérie. Je perds 3 kilos. Et en fait, je fais face à la présence de mon ego dans ma vie. En vivant l'Exatrek, je me rends compte à quel point je suis capable de m'abîmer par ego, pour montrer aux gens, pour prouver, pour regarder comment je suis une femme forte, regardez, je suis une femme aventurière. Et en fait, je m'abîme, tu vois, au point de me blesser. Je continue à marcher alors que je suis blessée. Je me perds en pleine montagne alors que je suis en train de vomir et tout. Enfin, hyper dangereux. Quand t'es en ville, il y a des gens qui te voient. Quand t'es en montagne, il y a personne, tu vois. Et là, c'est là où je me prends un gros coup en mode, mais meuf, tu vas t'arrêter quand, en fait? C'est quoi ta limite, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, je me prends une claque, mais puissante. C'est la première fois de ma vie où j'appelle ma mère en pleurant, tu vois. Ma mère, jamais je l'appelle pour me plaindre, jamais je l'appelle pour pleurer parce que je suis une femme forte, tu vois. C'était moi le pilier de la famille quand mon père est décédé, donc j'ai cette image de Camille, c'est le pilier de la famille. Et là, je l'appelle en chialant comme un gosse, tu vois. Maman, je peux rentrer. Je suis pas bien. Et en fait, tu sais pourquoi je pleurais? Parce que c'est la première fois que je faisais face à un état mental où j'arrivais pas à me remonter. Je me sentais hyper mal parce qu'en plus j'étais fatiguée, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé, dénutri, machin. Donc c'est vraiment le summum de l'état mental, bien dans les chaussettes. Et là, je l'appelle parce qu'en fait, j'arrive pas à me remonter, j'arrive pas à me rééquilibrer, j'arrive pas à tirer les leçons. Genre, je suis mal, je suis au plus mal mentalement. Et j'appelle ma mère pour qu'elle m'aide en fait, parce qu'à ce moment-là, j'arrive pas. Et je me dis putain, en fait, cette expérience m'a permis de faire preuve d'humilité. Elle m'a appris l'humilité et elle m'a montré à quel point je me trompais sur qui j'étais. C'est à ce moment-là où j'ai fait face à la place que je donnais à cette femme forte et à quel point, en fait, finalement, la vraie force, c'était d'oser être vulnérable. Parce qu'à ce moment-là, si je n'exprimais pas ma vulnérabilité, je me tuais, entre guillemets, tu vois, j'aurais pu vraiment m'enfoncer. Et c'est là où j'ai reconnecté et que j'ai déconnecté de ma part forte et j'ai reconnecté à cette part de, de sagesse, de faiblesse, de vulnérabilité euh, que je que je m'autorisais pas, tu vois. Et ouais, je dirais que c'est ces deux expériences-là mis bout à bout qui m'ont mis un gros claquot dans la figure. Je sais pas si ça te parle aussi la notion d'impuissance, parce que j'ai l'impression que vraiment dans le côté fort, il y a Oui, aussi la notion de oui, toute oui, oui. puissance, je peux tout faire et puis Ouais, il y a ça parfois ce m'a truc fait de en ça, fait, ouais. non. Exactement, en fait, ça m'a montré à quel point je suis pas une warrior en fait. Tu vois, je suis pas qu'une femme forte.
je suis aussi une femme faible quand je suis face aux difficultés et c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est aussi beau de voir exprimer quelqu'un qui assume ses difficultés, qui les partage. En fait, à ce moment-là, je me souviens, je me suis rendu compte à quel point je n'exprimais jamais à mes amis quand ça n'allait pas. Je m'en suis rendu compte. Et là, je me sentais mal et j'avais envie pour une fois de le partager. J'ai envoyé des vocaux en pleurant à mes meilleures potes, elles étaient choquées. C'était la première fois qu'elles m'entendaient. T'imagines? Ça fait des années que tu connais quelqu'un, tu l'as jamais entendu pleurer ou se plaindre ou autre. Et là, pour une fois, elles reçoivent un vocal au milieu de la nature. Je chiale ma race, vraiment. Et en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie plus connectée profondément à elles, tu vois. Je me suis rendu compte à quel point la vulnérabilité, elle permet de devenir plus humain. Et c'est ça la vraie force. Et je le vois aujourd'hui dans mes coachings quand j'accompagne. Je suis plus la même personne. Tu vois, avant, j'étais fort, je poussais les gens. Allez, on se bouge, nanana. Et là, ben, ça me permet d'être différente, tu vois, d'avoir plus de capacité, je dirais. Voilà. C'est hyper inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça parle aussi tout ce que tu racontes. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où, ouais, tu es une femme forte, mais c'est comme si, du coup, tu avais une espèce d'armure autour de toi aussi, une Ouais, forteresse où personne peut vraiment t'atteindre. Enfin, d'une manière, si, mais ouais, j'ai l'impression que c'est en lâchant un peu l'armure que tu arrives vraiment à connecter avec les autres et à créer d'autres liens. c'est ça. En fait, j'étais en mode bulldozer, tu vois. C'était ça mon femme forte. C'était je suis en bulldozer et je vais vous montrer et je vais me montrer à quel point j'ai pas de limite et je suis mieux que les autres ou tu vois un peu ce truc un peu bullshit, je pense. Alors que en fait, c'est une illusion. Jusqu'au jour où tu te brûles et tu te rends compte que il n'y a pas que ça, quoi. C'est bien, mais à l'excès, non. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi justement, ta vision de la performance, tu vois? Là où avant justement c'était un peu le no pain no gain, je repousse mes limites, justement je veux être, la plus forte possible, la plus puissante et tout ça. Aujourd'hui, tu la définirais comment, Ah, j'adore ta question, Aline. Euh, Comment je définirais la notion de la performance aujourd'hui? Le premier truc qui me vient, c'est prendre du plaisir. Tu vois, quand je me lance des défis sportifs aujourd'hui par rapport à avant, où juste me cramais, aujourd'hui, ma règle, que ce soit professionnellement ou personnellement dans ce que je vis, à chaque fois que je suis confrontée à l'inconfort, donc du coup à la performance, pour moi ça va avec, tu vois, et ben je vais garder en tête, si je ne prends pas de plaisir, c'est que je suis en train d'aller dans une direction où je vais me cramer, ou qui est pas la bonne, ou qui est drivée par l'ego, ou qui est faite pour impressionner l'extérieur. Mais pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, la notion de la performance, elle est associée à un process où je prends du plaisir, où je m'amuse et où je me remplis, tu vois. Et non pas, avant, performance pour moi, c'était résultat. Aujourd'hui, je me rends bien compte que le résultat, c'est une conséquence de à quel point j'ai pris du plaisir dans mon process, à quel point je me suis sentie présente dans mon process plutôt que je vis pour le résultat et en fait je suis complètement absence du process et en fait ben je suis pas là, tu vois. Je suis en train de et c'est ça je dirais. Franchement, ah ça, hyper intéressant, je te remercie là-dessus parce que, tu vois, moi, je me posais il y a quelques semaines, je crois que je te l'ai dit, mais je me disais, «Qu'est-ce que j'ai accompli ces dernières années?» Et tu sais, j'ai un peu le truc où je cochais les cases, tu vois? Par exemple, j'ai quitté la Belgique, j'ai osé déménager à l'étranger, je suis nomade depuis 1 an, je suis indépendante en Belgique, j'ai un certain chiffre d'affaires et tu vois, ça me faisait pas grand-chose, en fait. Par contre, de voir, en fait, qui j'étais il y a 5, 7 ans et qui je suis aujourd'hui, mais surtout la manière dont je vis ma vie. Genre avant à être hyper stressée, hyper anxieuse, à pas bien dormir, à ne pas parvenir à me poser, à devoir faire justement, à pousser mes limites et à me blesser, à être épuisée et aujourd'hui, d'avoir cette capacité parce que enfin, comme toi, en fait, c'est m'être connectée au plaisir, d'avoir plus d'énergie qu'avant. C'est pas toujours à 100 mais j'en ai quand même nettement plus, d'avoir l'inspiration aussi par rapport à ce que je fais. C'est ouais, tout ça, je trouve qu'il y a de la valeur de parvenir à être plus sereine, à me poser, à profiter de ce que j'ai aussi là, non, sans vouloir absolument atteindre le prochain objectif. C'est tout ça pour moi qui a énormément de ouais. valeur. Ah ouais, carrément, je te rejoins totalement. En fait, ça, c'est tellement plus profond que limite, t'en oublies le résultat parce qu'en fait, t'es tellement concentré sur ce que t'es en train de créer maintenant tout de suite que le résultat, en fait, c'est la finalité, quoi. Ouais. Alors qu'avant, on faisait l'inverse. Enfin, je dis on, je sais que t'es pareil que moi. Mais avant, je faisais tout pour le résultat. Et du coup, bah en fait, ok, tu fais ça, mais tu peux pas le faire indéfiniment. Parce qu'à un moment donné, t'es un être humain, t'es pas une machine. Donc si t'agis comme une machine, ben ton corps il va te rattraper, tu vas avoir des douleurs, tu vas tomber malade et tout ça. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai envie de mettre plus de sens dans mon quotidien, de mettre plus d'intelligence par rapport à mes ressentis, d'être plus à l'écoute de moi-même
de plus faire les choses pour faire les choses en mode parce que j'ai dit que j'allais le faire ou parce qu'il faut ou parce que je dois et juste de kiffer mon présent, tu vois? C'est hyper dur, hein. On est tout le temps tellement en train de toujours penser à l'avenir, à: «Mais je voudrais ci plus tard». Aujourd'hui, je m'en fous, tu vois? Je veux genre là, tout de suite, tout ce que j'ai là maintenant dans le présent, je me sens remplie et ça a tellement de valeur. Alors que j'ai beaucoup moins de choses qu'avant, quand je faisais beaucoup de chiffre d'affaires et tout, mais j'échangerais pour rien au monde. Demain, tu me dis: «Vas-y, je te donne 15 000 € par mois, je te donne tout ce que tu avais avant et je te retire ce que tu as là», jamais de la vie j'échange. Mais vraiment. Mais ça, je trouve que tu le captes que quand tu le vis, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est dur, parce que tu sais, moi je me disais souvent j'avais quand même cette petite intuition qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que On le quand tu sait. vois, ouais, j'étais prise dans l'engrenage et pour moi c'était le paradigme, c'était ce qu'il fallait faire pour réussir et donc je voulais y aller comme ça, quoi. Tu sais, ça me fait penser, c'est un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais peut-être que ça parlera aux gens. On a toujours eu une amie ou un ami qui était avec quelqu'un en couple et où on sent que la personne, tu vois, elle change, elle se perd et tu lui dis ouais, t'es en train de... On sent que la personne, tu sais, elle glisse. Et on lui dit. Et la personne, elle dit mais non, mais non. Et le jour où elle est plus avec cette personne, c'est souvent là où elle se rend compte et elle dit putain, t'avais raison. Ça te parle ou pas? Ouais, à fond, Tu ouais, vois ou pas? super belle On a image. tous. Moi, enfin, combien de fois j'avais dit à mes potes ou mes potes m'ont dit ouais. Tu me fais peur, t'es en train d'un et tu sais, tu parles à un mur. Et le jour où Ouais, la ouais. personne, elle est plus avec, elle ouvre les yeux, elle dit putain, j'ai pas vu quoi. J'étais tellement obnubilée par ce que je vivais que je voyais pas. Bah là, c'est pareil. Ouais, c'est clair. Ouais, non, je te rejoins. Et j'avais juste une dernière question, je sais pas si toi ça parlait au vu de ton histoire, parce qu'en fait, je trouve que ce qui se passe souvent, c'est donc tu es dans un espèce d'extrême où tu te pousses, pousses, pousses et tu vas très, 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 très loin dans tes retranchements et après il peut y avoir aussi une phase justement où tu vas à l'autre inverse, où tu es un peu, en surprotection, je veux surtout plus me brûler les ailes ou me perdre et donc je ralentis mais plus, plus et en fait, je sais pas si tu l'as vécu du coup, mais moi dans cette phase-là, par exemple, il y avait un peu ce truc où Ah donc tu oui. sais, tout le temps enfin, j'essayais tout le temps de me reposer, j'essayais de pas blesser, encore plus mon genou et donc je faisais que du yoga ou du pilates. Moi, je j'osais pas trop avancer ou pas être très ambitieuse par rapport à mon business et en fait, vraiment, pendant cette période-là, moi, je me suis sentie hyper éteinte et je trouve que enfin, j'observe, en tout cas, tu me diras si c'est ton cas ou pas, qu'on peut aussi entre ces 2 et qu'après, c'est une question aussi de pouvoir trouver son équilibre. En fait, c'est ça, je pense qu'on a besoin un peu d'expérimenter et de juger par nous-mêmes. En fait, d'aller voir parfois les deux extrêmes, ça te permet de tester ta jauge à toi d'équilibre. Tu vois, je pense que moi, d'aller tester les deux extrêmes aussi, parce que pareil, à un moment donné, j'ai fait un peu cet effet, ce qu'on dit quoi? On dit le merde, j'ai oublié. Le burn-out et le bore-out. C'est ça l'opposé. Et je pense que j'ai fait les deux opposés parce qu'à des moments, je me suis complètement ennuyée. Bah, tu vois, quand j'étais à Bali et que du coup, finalement, j'ai hyper ralenti mon business, ben, paradoxalement, professionnellement, j'étais en mode je sais plus trop qui j'ai envie d'aider, je sais plus trop ce que j'ai envie de faire. Je me fais chier royalement. Combien de fois je disais à ma mère, je me suis dit, je m'ennuie. Je m'ennuie. Et pourtant, je suis à la place de. Il y a plein de gens qui aimeraient rien faire, qui pensent qu'ils aimeraient rien faire. C'est pas vrai, hein. Tu fais le 15 jours après ton amas. Et ben, à un moment donné, c'est comme tout ce qui est bon à l'excès ne l'est plus. Et ben là, c'est la même chose. Trop de repos, trop de vas-y, je lâche du zèle et je travaille, je ralentis, trop de ralentissement. Je sais pas si ça se dit, mais ça perd sa saveur. Tu t'ennuies, tu manques de sens, t'as plus de direction, t'as plus de fil rouge dans ton quotidien, tu sais pas pourquoi tu te lèves. Alors oui, tu vas faire plein de choses qui te font plaisir. Donc j'ai toujours fait du sport et tout ça. À un moment donné, j'ai pas envie de faire du sport H24 non plus, tu vois. Sinon, je serais devenue coach sportif. Tu vois, ça aurait pu. J'ai failli d'ailleurs. Mais ouais, j'ai eu les deux, ouais. Et je pense que je les aurai à chaque fois que je m'auto-persuade que je dois aller dans un endroit et pas l'autre, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Ouais, parce que c'est ça que je retiens, c'est ce que tu as expliqué, ça résonne aussi, c'est il y avait un peu le côté, peut-être, ouais, c'est ça, ne pas te sentir, nourri, rempli, animé par le job que tu avais à la banque en et en parallèle, il y avait aussi justement le paradigme du no pain no gain et se pousser et les 2 en parallèle, ça faisait, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait ces 2 étapes, quoi. Il y a d'abord eu, entre guillemets, le la transition pro et de justement faire quelque chose qui t'animait vraiment, qui te donnait de l'énergie et en second lieu aussi, t'autoriser à une autre forme de performance qui est Ouais. plus, dans le plaisir, dans justement l'inspiration et cetera. Et tu vois, si je suis totalement transparente, je me rends compte d'une chose, c'est que le côté no pain, no gain, il est pas venu de moi, il est venu de ce que je voyais de l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, dans les livres, tu vois, dans ce que je lisais quand il y avait écrit ouais, faut te bouger, si tu te bouges pas,
c'est que tu nul. Ce discours-là un peu, à un moment donné, on parle pas de motivation, faut te mettre en action, arrête de te poser des questions et en fait, on enlève tout ce côté d'intérêt, d'intelligence émotionnelle et d'écoute des ressentis et en fait, je me souviens que si j'ai été fort là-dedans, c'est parce qu'en fait, je me suis imposé des règles que j'avais vues, que j'ai mis en mode: «C'est ça que je dois suivre, c'est ça la vérité» et du coup, en échange, j'ai enlevé la notion que j'avais de mes ressentis, tu vois? Je me suis coupée parce que forcément, tu peux pas à la fois écouter tes ressentis et être en mode no pain, no gain. Ça marche pas, tu vois? Et ben, je me souviens, ouais, que tu vois, c'était vraiment venu de l'extérieur, alors que l'autre côté, quand j'ai commencé à calmer, à mettre plus de douceur, d'intelligence, de sagesse, ben, ça, c'est parti de moi. C'est moi qui ai décidé, tu vois? J'ai pas vu de contenu en mode, il faut ralentir. Tu vois? Les contenus sur les réseaux sociaux maintenant, j'en peux plus des gens qui me disent ce que je dois faire, tu vois? Donc du coup, je regarde, mais j'essaie d'éviter de regarder parce que j'ai vu à quel point, surtout quand tu es au démarrage de ton évolution, ça peut venir complètement te te faire changer de vie, mais pas dans le bon sens, en fait. Et c'est là où ça crée beaucoup de mal-être parce qu'en fait, tu crois que la solution, elle est à l'extérieur alors que, bah, en fait, elle est bien à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai vu à Bali. Là, on parle de tout ça, mais il y a aussi clairement en business, quoi, toutes les stratégies, Ouais, basiques, oui, mais c'est à ça, en dans fait. tous les domaines. C'est vraiment ça, c'est que c'est fou à quel point l'extérieur peut avoir, bah, un peu comme tout ce qui se passe à l'extérieur, nos parents et tout ça, peut avoir un pouvoir si je trouve que ça a un pouvoir à la hauteur d'à quel point t'as de l'amour pour toi-même. Plus tu t'aimes, moins tu donnes, enfin, moins tu bois les paroles de l'extérieur, tu vas mettre un veto, tu vas dire oui, mais, tu vois, tu vas pas les boire intégralement. Et moi, je pense que je les ai bu intégralement. J'ai donné du pouvoir parce que j'avais tellement pas de confiance en moi et d'amour pour moi qu'en fait, pour moi, l'extérieur avait toujours plus raison que moi. Tu vois? Je donnais l'autorité pour moi, c'était l'extérieur et moi, en fait, ça n'avait pas de valeur, ce que je disais et c'est pour ça, je pense. Du coup, là, peut-être pour clôturer, tu vois, s'il y avait un message que tu avais envie de faire passer, à, tu vois, peut-être des personnes qui se reconnaissent dans ce, «Aujourd'hui, je me sens peut-être vide, je me brûle, j'en fais trop». Il y a des signaux corporels qui sont là, des signes de fatigue et cetera. Tu leur dirais quoi, justement? Alors je leur dirais: «Ne partez pas à Bali pour savoir, ça ne sert à rien. Gagnez économisez de l'argent». Non, en vrai, je vais revenir à par rapport à moi quand j'étais dans cette phase que j'aurais aimé qu'on me dise. Hem, alors je sais qu'à ce moment-là, j'aurais pas eu besoin qu'on me dise les choses parce que j'étais pas ouverte à ce qu'on me les dise si ça allait pas dans mon sens. Par contre, j'aurais aimé que quelqu'un en fait, j'aurais aimé expérimenter pour me rendre compte. Donc par exemple, ça aurait été, soit, je pars un week-end, je coupe mon téléphone, je coupe tout et j'observe mes pensées. Juste, j'écoute mes pensées, j'écoute mes ressentis, je les note et je regarde ce qui se passe. Et ouais, je dirais ça, tu vois. Parce que je pense que c'est ce qui m'aurait fait gagner énormément de temps, c'est de mettre du crédit sur ce qui se passe à l'intérieur de moi plus que sur ce qui se passe à l'extérieur parce que finalement, c'est très bateau, mais on a toutes les réponses en nous. C'est juste qu'on les écoute pas. Je dirais ça. De prendre le temps de s'observer et de s'écouter parce qu'on sait en vrai. On sait toujours tout. J'aime beaucoup et je trouve que c'est chouette d'aller dans l'expérimentation. Moi, j'ai longtemps été, sous plein d'appels, mais aller chercher les réponses extérieures, même dans des, coachs ou des mentors, quoi, de se Mais dire: «En oui, fait, donne-moi ta baguette magique» et alors qu'en fait, c'est vrai que tout est en nous, tu vois? Et que les ressources, elles sont là aussi justement mais pour oui, bouger et pour avancer, c'est quoi. ça. Et je trouve que plus tu le fais vite, plus tu vas vite voir à l'intérieur, plus tu gagnes du temps en fait. Mais bon, ça demande du courage quand même. Ouais, franchement, c'est pas facile parce que je pense bon, il y a clairement le fait de se pousser un peu à le faire, mais pour certaines personnes, je crois que ça va être trop inconfortable, notamment peut-être pas Ouais, par la dose d'insécurité qui est peut-être là aussi pour le moment, quoi. ouais, Mais en tout cas, je trouve que c'est une chouette idée, ne fût-ce que pour observer ça potentiellement aussi. ouais, carrément. Moi j'adore faire ça maintenant. Avant j'aimais pas, hein, mais maintenant j'aime bien. Et toi, Camille, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter avant Non, je dirais que bah, ce que j'ai dit, de continuer d'appliquer, d'expérimenter par soi-même et juste ouais, de s'observer quoi. Ça fait gagner du temps. Merci. merci beaucoup Camille, franchement, c'est hyper chouette, hyper intéressant, hyper riche. Avec plaisir. Je vais mettre de toute façon, enfin, s'il y a des personnes qui veulent te suivre, je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux, en commentaire comme ça, et voilà. Merci alors Camille, Merci Aline, c'était trop chouette, merci beaucoup. bah, avec plaisir et du coup, belle journée à